Dear Commissioner Ferreira, cher commissaire Ferreira, dear former presidents of the European Parliament and cher of the former ancien Members président du Parlement Association, européen et dear de colleagues and l'Association guests. des anciens députés, chers Let me collègues, chers welcome you to invités, our online je vous event, souhaite which is la being bienvenue à organized notre by the événement en European ligne Parliament Former organisé Members par Association l'Association to des anciens celebrate députés auprès du its Parlement 20th anniversary. afin de célébrer son 20e So we are anniversaire. still young with 20 Donc nous years. sommes encore I'm très very jeunes, nous honored avons and 20 ans. proud to be the C'est un FMA honneur president in et je this suis very special fière d'être le year. président de l'AAD en I have cette to année give you an spéciale. information that we have À interpretation titre in English d'information, and French. l'interprétation est disponible Please en langue make sure française et you select anglaise. your preferred Assurez-vous language de in the system. sélectionner votre I am honored to langue welcome the European Commissioner for sur le Cohesion and bouton. Reforms and Alors, c'est former un honneur member que of the d'accueillir la Commission European européenne à la Parliament, cohésion Elisa et à la réforme et Ferreira. ancienne députée And I auprès du have Parlement européen, realized Elisa already before Ferreira. our official meeting how Et avant familiar, notre réunion officielle, Commissioner, je me you suis are rendu with some compte à quel point, members Madame of la the commissaire, former vous members, or with many perhaps, connaissez of the former members beaucoup de nos association. membres et de And notre association. Et nous sommes très heureux que vous fassiez partie de notre association. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation à cet événement spécial pour avoir une conversation en ligne sur, je cite, une politique de cohésion pour la relance économique et la croissance post-Covid. Fin de citation. Notre association lutte à vos côtés et vous pouvez compter sur notre soutien dans la promotion d'un dialogue bien informé et constructif sur la relance économique de l'Union européenne. C'est seulement unis que nous pourrons remporter les défis à venir en garantissant une relance économique et une croissance économique dans l'UE dans les années à venir. Aujourd'hui, notre public est composé d'invités très spéciaux. Tout d'abord, notre président d'honneur, Lord Henry Plum, qui, il y a quelques minutes, a présenté ses excuses car il ne peut pas nous rejoindre pour des raisons personnelles. Cependant, c'est tout de même un plaisir de vous souhaiter la bienvenue, de vous voir à l'écran, président José María Gil Robles. Ensuite, je ne suis pas à l'ordre des présidences. J'aurais dû commencer avec Enrique Barran Crespo, si je ne m'abuse, et ensuite Pat Cox. Mais je vous souhaite à toutes la bienvenue. Et pour moi, vous êtes des personnes exemplaires et vous m'inspirez en ce qui concerne ma présidence. Je vous remercie de votre participation ce soir et je vous donnerai la parole pour vos allocutions et vos remarques. Je souhaite également la bienvenue aux représentants des fondations politiques européennes, le président du Centre Wilfried Martens pour les études européennes, Dr Turinda, ancien Premier ministre de Slovaquie. Ensuite, la Fondation des études progressives européennes est représentée par Laszlo Andor, son secrétaire général. Il était commissaire pour l'emploi, les affaires sociales et l'inclusion. Et je souhaite également la bienvenue au président de l'Association européenne des anciens parlementaires, Monsieur Rune Rieden. Je souhaite également la bienvenue au directeur des archives historiques de l'Union européenne à Florence, Dieter Schlenker. Je souhaite également mentionner les membres de la famille des anciens membres députés décédés, Paolo Bartolotti, Marie-Hélène Descamps, Eusebio Canopinto, Kartika Tamara Lyotard, Arthur Stanley Newens et Konrad Schweiger. Et dernier mais non des moindres, je souhaite la bienvenue aux membres de notre association, aux anciens parlementaires qui sont très actifs dans la vie politique et qui sont l'âme et l'esprit de notre association et qui ont contribué à son succès ces 20 dernières années. J'ai une longue liste d'amis et de collègues avec lesquels j'ai partagé mes années de service auprès du Parlement européen. Tous participant à ces discussions
sont fortement engagés dans l'information des citoyens concernant les politiques, les actions, les différentes stratégies pour le développement de l'Union européenne et nous voulons joindre nos forces avec les institutions académiques, les think tanks et les médias parmi d'autres. Nous jouons tous un rôle crucial dans la communication avec les citoyens, même si, et je pense que je cite Henry Plum, nous ne sommes plus des politiques actifs, nous sommes l'association des anciens députés. Cet après-midi, nous avons organisé un événement public avec la coopération et le soutien de la Fondation politique européenne et l'Institut universitaire à Florence concernant, je cite, la relance post-Covid basée sur des principes de cohésion et les valeurs. Nous avons eu un excellent panel et avons interagi avec un grand public. Nous avons récolté énormément d'informations et il nous tarde d'avoir les vues politiques de notre commissaire Elisa Ferreira. Nous avons dit que la transformation digitale et le changement climatique sont des défis clés concernant la croissance de l'Union européenne et nous sommes penchés sur les disparités dans les différentes régions européennes ainsi que sur les différentes opportunités et défis. Nous voulons certainement en savoir plus, étant donné le montant d'investissement prévu et l'importance de ce sujet pour les générations futures et pour l'UE dans son ensemble. Avant de vous céder la parole, commissaire Ferreira, permettez-moi d'abord de vous fournir des éléments supplémentaires sur votre excellente carrière. Commissaire à la cohésion et à la réforme depuis 2019, vice-gouverneur de la Banque du Portugal, donc la Banque centrale Portugal, 2017-2019, représentante du Portugal au comité de contrôle du Single Supervisory Mechanism de 2016 à 2019, membre du CA de Banco de Portugal, de la Banque du Portugal, entre 2016 et 2017, et maintenant membre du Parlement européen de 2004 à 2016. Donc, il s'agit là de 12 ans auprès du Parlement européen. Et nous en avons parlé avant cette réunion. Nous avons dit que pour vous, c'était vraiment une époque fascinante, peut-être même la meilleure période de votre vie politique. Ensuite, vous étiez membre du Parlement portugais de 2002 à 2004. Vous étiez ministre pour l'aménagement spatial et pour l'environnement, vice-présidente exécutive de la Porto Industrial Association, vice-présidente du comité de coordination de la région du nord du Portugal et membre du CA de l'autorité des statistiques du Portugal. Je vais m'en arrêter là. Voilà, chère commissaire Elisa Ferreira, je vous cède la parole pour que vous puissiez nous présenter votre allocution. Et il me semble que celle-ci sera suivie par une séance questions-réponses très intense et dynamique avec nos invités, nos collègues. Nous ne voulons pas perdre une seule minute étant donné que vous devez nous quitter à 19h30. Alors, je vous cède la parole et encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Madame la commissaire Elisa Ferreira. Merci beaucoup pour vos gentilles paroles, Monsieur le Président, cher Président Hans-Gert Pöttering, et à tous nos collègues et éminents membres de cette association. Nous avons une longue histoire de coopération au sein du Parlement européen et c'est un honneur pour moi de vous revoir et d'avoir été invité à célébrer avec vous ce jeune âge, comme vous l'avez dit, donc 20 ans. Et cela mérite une célébration, car nous avons passé 20 ans ensemble et nous avons créé une plateforme pour échanger des idées, pour continuer à être des membres actifs de nos sociétés, même si nous ne sommes pas des membres actifs dans le cadre politique du Parlement européen. Et c'est très important pour moi également de pouvoir discuter avec vous de questions importantes et du projet européen, tel que ce sujet
Et je suis heureuse que vous l'ayez sélectionné. Donc, comment avoir une relance cohérente? En tant qu'ancienne députée, moi-même, j'ai été députée pendant 12 ans, vous l'avez dit, mais c'était une période très intéressante. J'ai beaucoup appris et je sais que l'on peut vraiment obtenir beaucoup d'informations en échangeant des idées, en échangeant des propositions avec des experts comme vous. Il s'agit là de vos connaissances, de votre expérience et surtout, nous avons la capacité d'avoir un aperçu global sur l'avenir de l'Europe. Il est crucial d'évaluer les dernières évolutions, mais également de communiquer avec les citoyens. Et souvent, les citoyens sont quelque peu frustrés car les choses avancent doucement ou à cause du processus de décision, de prise de décision de l'UE qui est complexe et celui-ci est difficile à expliquer. Néanmoins, comme vous le savez, l'Union européenne doit être vue et considérée comme un film et non pas comme une photo ou une image. Alors, certes, il y a des choses à critiquer, mais je peux dire que la réponse à cette crise a été meilleure que ce que nous aurions pu faire par le passé. Et nous tirons des enseignements de toutes les expériences que nous traversons. Et d'ailleurs, nous avons tiré des enseignements des dures leçons du passé. Lors de la crise financière, certaines personnes au sein du Parlement européen tiraient la sonnette d'alarme et apportaient des réponses sur le court terme qui ne pouvaient pas être prises en considération à cause des impacts politiques et économiques. Et la démocratie est également un sujet important. Il est vrai que l'euro a été sauvé, que l'intégrité de la zone euro a été préservée, mais cela a eu un coût élevé et les effets de ces coûts sont encore ressentis aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ceci, mais notre cohésion économique, sociale et territoriale était au rendez-vous, car en effet, il y a une relance. Nous avons rebondi et il a fallu des années pour s'en remettre. Les jeunes ne trouvaient pas d'emploi, devenaient désespérés. Voilà, nous avons vraiment lutté pour formuler une réponse européenne à la crise. Et avec de telles expériences difficiles, je pense que nous pouvons vraiment apprécier la réponse inouïe de l'Europe à la crise actuelle. C'est une réponse inouïe, sans précédent, de mon point de vue. Tout d'abord, en ce qui concerne sa taille, car nous utilisons le triple A européen pour emprunter sur les marchés financiers. Ceci a créé, cela a donné lieu à un paquet de réformes à des centaines de milliards d'euros. Et ensuite, par rapport à la cohésion, domaine dans lequel je suis responsable, nous avons 375 milliards d'euros. C'est sans précédent. L'unité également. En tant qu'Européens, nous sommes confrontés à ces défis ensemble. Quand est-ce que l'on aurait pu rêver d'une telle unité lors de la dernière crise? Et la rapidité de la réponse est également sans précédent. Alors, si on se souvient de la crise financière de 2008, donc disons de 2008 jusqu'à 2012, disons qu'il aura fallu 5 ans pour que l'Europe apporte une réponse unie. Et cette fois-ci, nous avons apporté une réponse crédible en l'espace de 4 ou 5 mois. Et pour ceux qui ont suivi la politique de cohésion,
Et les perspectives, eh bien, pour la première fois, nous avons eu un plan de soutien d'urgence. Et donc, nous avons réussi à coopérer de manière très intense au sein du Parlement européen et au sein du Conseil. Et en l'espace de 4 à 5 semaines, nous avons créé l'initiative d'investissement en réponse à la Covid. Et pour la première fois dans l'histoire de l'UE, nous avons prévu une reprogrammation des fonds du fonds de cohésion, du fonds social, mobilisant plus de 23 milliards d'euros pour soutenir les régions et les pays qui avaient besoin de ce soutien. Nous avons octroyé près Nous avons fourni à plus de 500 000 PME des capitaux pour leur permettre d'opérer et nous avons aidé 2,5 millions de personnes ce faisant. Avec un autre instrument qui s'appelle React EU, nous avons lancé des politiques de cohésion à échelle de 50 milliards d'euros pour aider les PME, le secteur de la santé, pour que ceux-ci puissent se remettre de la crise de façon intelligente et efficace. Mais au-delà de tout ça, je dois vraiment féliciter le rôle du Parlement européen. D'ailleurs, nos 3 propositions concernant l'initiative d'investissement et cette reprogrammation des fonds a mis 2 semaines à être adoptée. Ce n'est rien. Le Parlement européen a voté électroniquement pour la première fois pour permettre sa validation. C'est la même chose pour React EU, qui était le premier paquet à être finalisé très rapidement. Alors, chers collègues, mesdames et messieurs, voici un bon exemple de l'Union européenne. Robert Schuman a dit que l'Union européenne ne se remettra pas sur pied d'un coup. Nous le savons. Mais nous créons de la solidarité avec des actions concrètes. Et en fait, c'est de cette façon que nous arrivons à construire notre Europe une brique après l'autre, avec ces élans de solidarité. Et la réponse rapide et forte de l'Europe à cette crise était mon premier point. Deuxième point, une relance équilibrée. Il est encore trop tôt pour voir l'impact complet de la pandémie, mais nous savons déjà que le choc était asymétrique et que certaines régions ont souffert davantage par rapport à d'autres. Si l'on veut éviter que le passé ne se répète, nous devons faire en sorte que la cohésion sociale et territoriale demeure un élément majeur de la relance. Si nous voulons éviter que cette crise à l'avenir soit connue comme la grande diviseuse, nous devons nous assurer que la correction des asymétries régionales demeure une priorité. Car les problèmes liés à la Covid se sont ajoutés à des problèmes déjà existants. Par exemple, certaines régions, certaines villes n'ont plus avancé depuis 2008. Et d'ailleurs, depuis lors, l'Union européenne s'est concentrée sur les grandes métropoles, là où les emplois à haut salaire sont concentrés. Nous avons maintenant un devoir, avec la croissance du télétravail, de renforcer les capacités des petits centres pour les rendre plus attrayants et pour leur fournir les services publics dont ils ont besoin. Et ceci peut bénéficier également aux plus grandes villes qui souvent souffrent d'autres problèmes, comme par exemple les embouteillages. Ceci est important pour la qualité de vie et pour l'environnement. Et ceci m'amène à un troisième pilier en matière de solidarité, soutenir
toutes les régions à travers la révolution digitale et la transition lors de la relance. Seulement une entreprise européenne sur 5 est prête pour la révolution digitale. Les PME ont encore du retard en matière d'innovation. Il en va de même pour ceux se trouvant dans les zones rurales et qui n'ont pas accès au haut débit. De la même manière, de nombreuses régions lutteront à relancer leurs économies, surtout ceux qui dépendent du charbon. L'Europe ne pourra pas avoir du succès dans cette transformation numérique et devenir le premier continent neutre en carbone si on laisse pour compte la moitié de nos régions et de notre population. Il faut maintenant prendre la balle au bond. Nous ne devons pas seulement reconstruire, mais mieux reconstruire. Et donc, les programmes, nous avons lancé des programmes de cohésion cette année et nous anticipons qu'au moins la moitié de nos investissements seront verts ou digitaux. Donc, il s'agit de connecter les foyers, soutenir les hôpitaux, les écoles, les PME et d'entamer des coopérations avec des instituts de recherche, des transports publics verts aux énergies renouvelables. Enfin, nous avons plusieurs pierres pour soutenir cette économie du futur. Nous avons des fonds pour soutenir la diversification des régions qui dépendent des énergies fossiles et des industries qui utilisent beaucoup de carbone. Nous devons les aider à s'adapter et à minimiser les coûts socio-économiques. Et ensuite, il y a la rénovation. Faire en sorte que les foyers, les bâtiments publics soient bien isolés pour réduire les émissions carbone et la pauvreté énergétique. Et ensuite, une autre brique, nous pensons parfois à reconcevoir nos activités, nos espaces et nos bâtiments avec l'aide d'architectes et de designers, de citoyens, d'ingénieurs, et même avec certains d'entre vous, pour que nos bâtiments et espaces ne soient pas seulement plus durables, mais plus vivables et attrayants. La durabilité avec style et abordable. En conclusion, comme je l'ai mentionné au début, vous êtes ceux qui ont les perspectives, les capacités de voir la vision à long terme, de prendre une perspective qui permet d'être optimiste à l'idée de l'avenir. Nous sommes en train de construire sur les briques de la solidarité, en parlant du vaccin ou de la relance qui va mettre en avant une vie meilleure pour nos citoyens, une numérisation qui sera un succès et une transition vers une économie verte pour toutes les régions, sans laisser personne derrière. Je sais que c'est un rêve, mais on doit rêver. L'Europe elle-même est un rêve en tant que telle, et aucun citoyen européen doit être oublié. Nous investissons dans l'innovation, dans la rénovation, et surtout, nous remettons en question les concepts de base pour rendre nos espaces plus durables, moins chers. Certaines innovations seront un succès. Durant votre temps, en tant que membre du Parlement européen, je sais que parfois nous connaissons la frustration, les difficultés, en particulier lors d'une crise financière. Mais lorsqu'on regarde à long terme, nos engagements à la solidarité doivent être construits brique par brique. Nous devons construire l'Europe du futur. Ce travail n'est pas fini. L'Union monétaire européenne n'est pas encore terminée. Et donc, nous devons finaliser ces projets. Les progrès sur un système plus juste pour l'imposition n'est pas encore fini. Donc nous devons nous assurer que nous mettons également en place une union de la santé. Et donc, nous devons continuer nos efforts. Cependant, nous devons voir les choses avec une vision générale, pas une seule image. Des progrès sur tous les fronts, même s'ils ne sont pas
suffisants pour qu'on puisse s'arrêter là et se relaxer. J'espère qu'ils seront en tout cas importants et que vous en ferez partie. Et moi, je le suis. Et je me réjouis de notre discussion. Et avant de vous rendre la parole, j'aimerais tous vous remercier du travail que vous avez effectué dans votre vie politique, dans votre vie privée, dans votre engagement. J'aimerais tous vous remercier de m'avoir accordé également ce temps et d'avoir l'intérêt pour continuer dans ce réseau incroyable de citoyenneté et de progrès commun. Ainsi, merci à tous. Et je suis très intéressé par les discussions que nous pourrons avoir après dans la phase de dialogue. Merci beaucoup. Monsieur Pottering a désactivé son micro, nous ne l'entendons pas. Voilà, maintenant cela fonctionne. Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Sincèrement, j'aimerais vous remercier de votre contribution, de votre discours, mais également de votre travail, non seulement dans le domaine de la cohésion, mais pour l'Union européenne dans son ensemble. J'aimerais maintenant passer aux commentaires, aux questions. Et avant de passer aux membres, je propose que nous donnions au président de cette association, notre ancien président, de dire quelques mots. Et donc nous allons passer maintenant dans l'ordre historique de leur présidence. Nous allons commencer avec Monsieur Delgado. José Maria, vous avez la parole. On m'entend maintenant, oui. Je pense. Ça va. Je voudrais bien vous remercier, Monsieur le Président, et je voudrais saluer tous mes anciens collègues que je suis en train de regarder maintenant et remercier tout spécialement Madame la Commissaire. Je regrette de ne pouvoir pas le faire en portugais, je l'aurais fait bien volontiers, mais ce n'est pas dans l'ordre du programme. Tout de même, j'ai commencé mes préoccupations européennes quand je vivais encore au Portugal, donc j'associe toujours l'Union européenne au Portugal. Pour moi, c'est quelque chose d'indissociable. Je me ferai tout de même une question qui est pour moi très importante parce que je le répète depuis toujours, au moins depuis 1997 au Conseil européen. Pour faire toutes ces choses avec lesquelles je suis d'accord, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Eh bien, l'Union doit se financer avec des ressources propres. Cette fois, l'Union avait une chose très bien faite, c'est-à-dire de commencer par de fournir les moyens avec un emprunt réellement exceptionnel, un emprunt solidaire entre tous les Européens, mais il faudra maintenant le payer jusqu'en 2058. Cela veut dire, Madame la Commissaire, qu'il faudra, je pense, doubler le budget de l'Union. On ne peut plus financer l'Union avec un budget de 1% du produit intérieur brut. Il faudra arriver, je pense, à 2% au moins. Donc, dans les prochaines années, il faudra honorer le calendrier d'introduction des nouvelles ressources propres. Et je voudrais connaître votre pensée, vos points de vue de comment est-ce qu'on pourra faire ce pas très important de doubler le budget et d'introduire les ressources propres nécessaires à son financement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président
José María Delgado, de vos demandes, de vos exigences, que nous ayons plus loin en ce qui concerne les financements et les politiques de l'Union européenne. Alors maintenant, la personne suivante des anciens présidents de cette association, c'est Pat Cox. Je pense qu'il s'agit de Patrick. En effet, il nous vient d'Irlande et donc vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame la Commissaire. J'ai plusieurs remarques. Tout d'abord, j'aimerais saluer tous mes anciens collègues. Je reconnais tellement de personnes ici aujourd'hui, certains que je connais, certains que je ne connais pas. Et c'est un plaisir de toute façon de vous voir aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais saluer José María, Enrique, Monsieur le Président également et à tous les membres du comité. J'aimerais également remercier le secrétariat pour l'événement de cette semaine. En particulier, j'aimerais souligner que j'ai trouvé très émouvant le service d'hier pour nos collègues décédés. J'ai compris, selon vos remarques, Monsieur le Président, que certains membres des familles de ces personnes décédées nous avaient rejointes aujourd'hui. Et donc, j'aimerais leur dire aujourd'hui et leur exprimer mes condoléances les plus sincères et également les remercier pour le service que les personnes de votre famille ont rendu au Parlement européen. En ce qui concerne les questions politiques, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Monsieur José María quant au financement. Mais je pense également que, Madame la Commissaire, vous avez souligné quelque chose d'important par rapport à la déclaration Schuman. Des mots qui ont été écrits par Jean Monnet et qui ont toujours été à l'esprit de Monnet et de Schuman. Ce que nous faisons doit être concret et pas abstrait. Donc aujourd'hui, nous voulons entendre des choses concrètes, parce que si nous proposons trop de choses abstraites, nous ne motiverons pas les personnes suffisamment pour qu'elles fassent ce qu'il faut pour l'avenir de l'Union. Et ma question suivante est liée à l'avenir. Nous avons un groupe de travail, un groupe qui est organisé par notre président Hans-Gert Pöttering sur l'avenir de l'Europe. C'est un exercice qui est dans sa phase de début et j'aimerais vous demander, en tant que commissaire et de votre part de la Commission, quelles sont les attentes de base de la Commission européenne en ce qui concerne cet exercice de réflexion sur l'avenir de l'Europe. Alors, à nouveau, Hans-Gert, j'aimerais vous remercier de l'invitation. Et à tous mes collègues, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Je suis très heureux que nous puissions nous voir aujourd'hui et d'avoir survécu cette crise de la Covid et cette année très difficile. Merci beaucoup à tous. Merci de ces remarques remarquables. Je me rappelle toujours quand vous avez été élu président. J'étais à l'époque, c'était une époque fabuleuse, donc j'aimerais vous remercier à nouveau. Et maintenant, nous passons à un autre ancien président de l'association, et nous revenons dans le temps. Donc c'est le plus jeune. Et alors, Enrique, vous avez la parole. Vous le savez que la jeunesse, c'est une maladie. Bonjour à tous. Bonjour à tous les membres. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage aux personnes qui sont décédées parmi nos collègues. Il est important de voir que nous sommes en vie et que nous voulons construire l'avenir. J'ai une réflexion et une question. Quand nous avons commencé, je me rappelle de l'époque de Maastricht, de parler de la cohésion. Il y avait une question. Qui était difficile même à traduire. Et maintenant, c'est une des idées centrales de la construction européenne. La cohésion, c'est de la physique. Ce sont les forces qui permettent de garder les corps unis. Et c'est très important pour nous. Parce que la différence majeure dans le combat
contre cette crise, contre la pandémie, c'est d'avoir fait des pas vers l'avant. Et je peux le dire, nous avons même fait des bonds en avant. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Nous devons doubler le budget. C'est un rêve peut-être, mais je pense également que la cohésion est devenue une des forces, une des idées qui poussent l'Union européenne dans le domaine économique et social. Pour le moment, il y a un soutien pour notre monnaie, par exemple, un soutien très large pour l'euro. Mais il y a une question qui reste. Comment pouvons-nous obtenir des progrès afin de soigner les plaies laissées par la pandémie et les larges inégalités dans le développement de nos sociétés? C'est une tâche immense. Et je pense que vous avez parlé de certains aspects de ce défi. Donc je pense que nous devons penser, réfléchir et appliquer toutes nos politiques en prenant en compte comment nous pouvons renforcer la cohésion dans tous les domaines. Et l'un des domaines, c'est la cohésion sociale. Et c'est un complément de la cohésion économique. Comment créer également la société civile, la renforcer? C'est la Commission qui nous demande de réaliser ce travail de conférence pour l'avenir de l'Europe. Et ce n'est pas juste une question de regarder dans une boule de cristal et d'imaginer l'avenir. Non, la question c'est de savoir comment nous pouvons réaliser des progrès, quelles sont les étapes suivantes à prendre, le prochain pas à réaliser. Et peut-être que je vais répéter la question de José María Eba. Je pense, j'aimerais vous demander ceci. Quels sont les secrets du programme de la Commission pour la conférence pour l'avenir de l'Europe? Mais voilà, ma question est celle-ci. Comment pouvons-nous appliquer le concept de cohésion afin d'avoir un débat fructueux qui permettra aux communautés de l'Union et les principes de la Commission, bien sûr on a parlé de la monnaie, mais comment faisons-nous pour impliquer des progrès? J'aimerais rajouter quelque chose, désolé. Je ne demande pas uniquement une question de budget ici. Je pense que vraiment ce principe de la majorité doit être appliqué. Oui, je voudrais vous remercier beaucoup de votre contribution très importante. Je pense qu'on pourrait également parler du terme cohésion lorsqu'on parle de la construction juridique de l'Union européenne. Tous les États membres, tous les politiques, les anciens politiques, les citoyens doivent accepter l'ordre juridique de l'Union européenne. Et si, en fin de compte, il y a une question, des différends d'opinion, alors la Cour de justice européenne est celle qui prendra la décision et tout le monde doit respecter ces décisions. Et les États qui ne respectent pas ces décisions, alors ils s'excluent eux-mêmes de la communauté de l'Union européenne. Alors maintenant, j'ai 3 personnes qui vont prendre la parole, des orateurs de renom. Tout d'abord, Nicolas Jorinda, László Andor et M. Rune Reiden. Tout d'abord, Nicolas Jorinda, président du Centre Wilfried Martens pour les études européennes. Vous avez la parole. Nicolas. Cher Président, Hans-Gert, merci beaucoup de m'avoir invité à célébrer, mais encore plus, de me permettre de penser à l'avenir. J'aimerais vous féliciter. Je suis heureux d'avoir pu, avec cette association et ce centre, discuter
Et vous pouvez bien sûr compter sur notre coopération à l'avenir. Une remarque assez brève, et puis après peut-être une question. Nous sommes maintenant très heureux. Le fonds de relance, c'est un succès. C'est un vrai outil, un instrument efficace. Le processus a été très difficile, bien sûr, mais la solution, en fin de compte, est très encourageante. Par ailleurs, je pense de plus en plus que nous devons investir cet argent de manière efficace. Parce qu'un jour, nous devrons repayer cette dette. Donc je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à la consolidation fiscale au niveau européen, mais également au sein des États membres qui sont déjà endettés aujourd'hui. Donc voilà, c'est ma remarque. On doit investir l'argent effectivement, de manière efficace, et renforcer les États membres. Alors quand on parle de pays, de cohésion, quand on parle du centre de l'Europe, de l'Est de l'Europe, c'est complexe. Mais aux côtés de la cohésion, il y a également la conversion, la transformation. Et donc j'ai une question pour Madame la Commissaire. Est-elle satisfaite de la vitesse de la reconversion? Parce que beaucoup de personnes dans nos pays, en particulier dans des pays qui ont rejoint l'Union européenne en 2004, on observe, on a du moins une impression, que la conversion économique devrait se réaliser plus vite. Alors, ma question est, qu'est-ce que les États membres européens devraient faire? Comment les institutions européennes pourraient-elles aider ce processus encore plus que par le passé? Hans-Gert, merci beaucoup et je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci le président pour vos contributions et je remercie également la bonne coopération entre la AAD et le Wilfrid Martin Center pour les études européennes sous ton leadership. Merci énormément. Et maintenant, Laszlo Andor, secrétaire général de la Fondation pour les études progressives européennes et ancien commissaire européen pour l'emploi, les affaires sociales et l'inclusion. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Chère Lisa, c'était un plaisir de t'entendre tes mots de bienvenue sur ce sujet crucial. Et je saisis cette occasion pour revoir des anciens membres de la Commission aux emplois avec qui j'ai eu de très bons échanges. Je vois Monsieur Thomas Mann, mais j'imagine qu'il y en a d'autres ce soir. Je suis d'accord avec les points qui ont été abordés et durant cette crise, nous avons pu aller vraiment de l'avant comparativement à l'ancienne. Durant la crise précédente, nous avons mis trop de temps à réagir, à trouver la marche à suivre, à réagir face à cette crise. Je suis prêt à l'admettre maintenant et j'ai été agréablement surpris qu'entre 2010 et 2012, nous avons eu besoin de ce laps de temps pour amorcer une nouvelle tendance et l'année dernière, nous n'avons eu besoin que de 2 mois comparativement à 2 ans par le passé en guise de réponse à une crise. Donc, nous avons été véritablement des pionniers comme la commissaire l'a déjà décrit. Je crois que face à une crise, la stabilisation nécessitera 2 choses. Premièrement, la rapidité, deuxièmement, le volume. Et je pense que cette masse critique d'intervention est un point qui n'était pas apprécié par le passé. Donc, non seulement nous pouvons être contents avec les développements actuels, mais comparativement avec les États-Unis, nous ne devrions pas avoir peur de voir grand. Et cette fois-ci, nous avons vraiment mis les petits plats dans les grands.
Mais par la suite, nous devrions également voir s'il faudra faire davantage ou pas. J'ai encore une question, parce que j'en avais préparé une pour la commissaire. Je souhaiterais juste souligner que notre fondation est toujours ravie de travailler non seulement avec les eurodéputés actuels, mais aussi avec les anciens. Le président Maria Jojo est l'un des anciens membres comme Enrique Baron Crespo, qui est le président de notre commission scientifique. Nous venons de publier un livre qui s'appelle Our European Future, notre futur européen. Et en guise de contribution à la conférence sur l'avenir, voilà, nous avons fait cette publication avec Bridget Thompson qui a également contribué à ce livre. Nous serons ravis de partager le PDF de ce livre avec vous car il est encore en cours d'impression. J'ai une question pour Elisa. Durant cette première phase pionnière, existe-t-il des garanties pour l'implication des acteurs locaux, que ce soit des partenaires sociaux ou des gouvernements locaux, qui, eux, souvent, dans des politiques de cohésion standard, disons, avaient l'impression d'être mis de côté par les acteurs nationaux? Dans tous les cas, je pense qu'agir au niveau local, établir des priorités au niveau local et essayer de connecter le local avec le niveau européen est une bonne chose. Gilles Robles a fait également une proposition très constructive et je pense que cette question de la taille du budget européen est très importante. Je me souviens du rapport McDougall qui, dans les années 70, avait fait une espèce d'analyse des finances publiques, du budget de l'UE. Je pense qu'il faudrait qu'un comité d'expertise se penche à nouveau sur cette question pour faire une étude comparative, car cet écart entre les engagements de la Commission et les capacités réelles sont vraiment un sujet de taille. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Laszlo, Andor, pour vos contributions et bonne chance pour votre travail, pour votre fondation. Et je vous remercie également pour la bonne coopération avec notre organisme. Et enfin, Monsieur Dr. Dieter Schlenker, le directeur des archives historiques de l'Union européenne à Florence. Il travaille dans l'un des plus beaux endroits d'Europe. Je ne vais pas dire le plus bel endroit, mais en tout cas l'un des plus beaux endroits. C'est la ville de Florence, bien sûr, Monsieur Dieter Schlenker. Peut-être qu'il nous rejoindra plus tard. En tout cas, on ne voit pas sa vidéo. Donc, maintenant, nous allons écouter les questions de nos membres. Est-ce que nous avons déjà des questions dans le public? Puis-je avoir les noms? Un instant. Qui a demandé la parole? Personne? Ah oui, si, on a des questions écrites. De Emmanuel Porto. Est-ce que la cohésion est juste une question de solidarité ou avec plus de cohésion en interne, nous serons plus compétitifs sur la scène internationale? Donc, je n'ai pas d'autres demandes de questions. Commissaire Ferreira, pourriez-vous répondre à la remarque de l'orateur? Merci beaucoup. C'est un privilège d'avoir une telle discussion avec autant d'Européens éminents. Je vais essayer de répondre à la question. Je pense que la première question de José María Robles, je le remercie pour cette question.
Je pense que c'était primordial que le président Pat Cox fasse référence à un sujet et je rejoins le compliment qui a été fait de penser de commémorer les membres décédés, mais un autre sujet a été abordé et je souhaiterais y revenir. Je pense que c'est cela que nous essayons de faire. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes très terre à terre. Pour la première fois, en tout cas, peut-être que c'est à raison des circonstances que nous avons agi de la sorte. C'était une situation tellement inopinée, tellement critique que nous avons dû agir. Nous n'avons pas pu planifier les choses car nous essayions juste de comprendre pourquoi nous ne pouvions pas combattre la pandémie. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons pu unir nos forces et certains États membres ont essayé de fermer leurs frontières, mais très vite, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas fermer les frontières. Car ce qu'ils le faisaient, ils n'étaient pas capables d'avoir des importations de base. Et tout d'un coup, nous avons compris qu'il était important d'agir de concert, d'avoir une approche coordonnée, que sans cela, nous n'aurions pas d'avenir, nous ne pouvions pas faire cavalier seul. Mais je pense que c'est une bonne source d'inspiration pour le débat sur l'avenir de l'Europe. Enfin, c'est mon avis. Je ne peux pas parler au nom de la Commission. Et Madame Drouvaska, qui est ma collègue, est en charge de cet autre portefeuille. Mais en tout cas, je pense que nous devrions parler aux citoyens et éviter de dépenser de l'énergie en débat interne que personne ne peut régler. Je pense que certains sujets, notamment des sujets que la Commission devrait aborder de façon plus concrète, comme par exemple les problèmes de la santé, car l'une des critiques qui est souvent adressée à la Commission est faite par les États membres et par les citoyens, par des entités aussi, qui n'ont pas compris que les compétences de la Commission telles quelles, les compétences sont très limitées en termes de santé. Et donc, les gens disaient, mais pourquoi est-ce que la Commission ne fait rien? Mais la Commission n'a pas la compétence d'agir dans ce domaine. Mais bon, nous avons quand même agi pour les vaccins et je pense que nous avons, enfin, pas dans la bonne direction, mais bon, c'est une surinterprétation des choses peut-être de notre mandat. Et bien sûr, cela a été confirmé par les autres institutions, mais bon, il existe encore un autre problème, c'est que nous devons faire face à ce point et je crois que M. Baron Crespo l'a dit de façon assez claire. Emmanuel Parto en a également parlé. Si vous avez moins de cohérence au niveau interne, vous n'êtes pas un partenaire fort. Et on voit ça dans n'importe quelle situation. S'il existe des divergences au niveau interne et que vous ne pouvez pas vous présenter d'un front uni avec une certaine cohérence entre les membres, vous serez plus faible. Et j'ai abordé ce point-là dans mon discours qui illustre ce principe. Mais je pense que la Commission et son rôle deviennent de plus en plus pertinents. Si on se penche sur l'ADN de l'Europe, quel est cet ADN? Que pendant une longue période, nous n'avions pas de politique de l'industrie. Tout cela se fait sur le marché unique. Mais sur le marché unique, si vous êtes en compétition avec d'autres partenaires qui ont des productivités, des capacités et des compétitivités différentes, le plus fort gagne. Et vous vous retrouvez coincé dans une situation très fâcheuse. Certains États vont tout le temps avoir le désavantage et d'autres toujours le désavantage. Surtout si vous avez une monnaie commune. Et donc, la cohésion est devenue un peu l'autre côté de la montagne, l'autre côté de la médaille. Et elle va essayer de stimuler, d'encourager les plus faibles la politique de cohésion afin que tout le monde soit sur le même pied. Donc, si on se penche sur les marchés uniques, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus mondialisés. Mais les politiques extérieures
a une influence majeure sur la façon dont on interagit sur les marchés intérieurs, domestiques également. Et donc, le marché unique a pu devenir plus fort avec des capacités industrielles plus fortes. Cette commission essaye également d'avoir une approche plus ouverte, plus stratégique face à la mondialisation. Et on parle d'écosystème industriel, d'avoir une approche stratégique vis-à-vis de nos partenaires, surtout par rapport à une économie globale. Et pour répondre à la question de M. Dzurinda, oui, la consolidation fiscale doit être au rendez-vous, mais quel sera le timing de cela? Si vous commencez à lancer de la consolidation fiscale, alors il faut mettre en place des politiques appropriées. Parce que si on ne respecte pas les cycles, les effets seront néfastes. Mais vous avez raison lorsque vous parlez de la rapidité de la convergence. Bon, en résumé, parce que ce serait un sujet extrêmement intéressant pour une autre réunion. Mais bon, dans les grandes lignes, vous voyez, lorsque des pays ont des revenus très bas, alors ils peuvent accélérer leur convergence. Souvent, cette convergence n'est pas forcément suivie par une convergence au niveau interne, mais de façon générale, dans des pays où il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'infrastructures, après cette phase initiale, alors il y a une véritable accélération et une convergence massive. Mais une situation critique peut voir le jour lorsque vous êtes un peu pris entre deux feux. Vous êtes un peu dans la moyenne, mais vous n'avez pas les infrastructures de base et vous avez besoin d'upgrader, de mettre à niveau vos projets de qualité, d'apporter de plus de qualité à vos universités, à vos économies, de faire des connexions avec le monde académique et d'améliorer la compétitivité et la productivité de votre pays. Alors, à ce moment-là, vous commencez à rencontrer quelques problèmes. En outre, l'impact. Et face à une crise, vous pouvez alors renverser la vapeur. Même chose avec un élargissement de l'UE, car vous avez alors tout ce débat sur les investissements directs et indirects. Autre point crucial, c'est maintenir la vitesse de la convergence. Eh bien, de cela va dépendre la qualité des institutions publiques et de l'administration. C'est un point essentiel. C'est la raison pour laquelle nous essayons également de soutenir ces institutions, l'amélioration des compétences des administrations publiques et des institutions en général. Et Laszlo, je pense que tu as abordé un point absolument critique. Oui, c'est essentiel, nous essayons de le faire et ce n'est pas toujours simple d'inclure la participation des partenaires sociaux en raison de la rapidité qui est nécessaire pour rattraper les choses. Néanmoins, dans les plans de résilience et de relance et maintenant dans les accords de partenariat jusqu'à 2027 ou REACT-EU, nous demandons une participation complète des partenaires sociaux et je pense que c'était vraiment un moment très important où nous avons compris que les choses qui devaient être abordées aussi avec les gens et l'emploi. Et cette question de l'humain au regard de la convergence est important. Et comme c'est la journée des enfants, je souhaiterais rappeler qu'en 2019, 18 millions d'enfants étaient exposés à la pauvreté. Donc voilà, nous parlons de toutes ces opportunités, mais nous devons nous assurer que les enfants qui sont victimes, nous devons nous assurer d'organiser un système d'une telle façon que nous les protégeons
d'être pauvres et d'être des citoyens frustrés. Car sinon, on entre dans un cercle vicieux. Si, en tant qu'enfant, vous n'avez pas reçu une bonne éducation, vous n'avez pas eu un logement décent, vous n'avez pas eu à manger, votre vie sera très différente. Et 18 millions, c'est vraiment beaucoup d'enfants. Donc, la situation a empiré avec cette pandémie, bien entendu. Et donc, je pense que nous devrions tous nous assurer que la prochaine génération soit faite de citoyens qui aient tous accès à une vie décente et à une bonne qualité de vie, afin qu'ils puissent entièrement participer dans nos processus politiques en tant qu'adultes. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour vos questions. Et je pense que nous devrions avoir un débat plus large sur tous les sujets qui ont été abordés. Madame la commissaire, merci beaucoup pour vos commentaires. 3 collègues ont demandé la parole. Alors, s'ils ont une question très brève, est-ce que vous pourriez rester avec nous encore 5 minutes? Oui, bien sûr, nous dit la commissaire. Je demande à Sofia Kokovic, et ensuite à Bruno Bossière et ensuite Michael Elliott. Merci de poser vos questions ou d'émettre vos commentaires, mais restez bref, s'il vous plaît, car la commissaire Ferreira doit partir. Sofia Kokovic, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très brièvement. La cohésion peut rassembler la famille des États membres de l'UE. Voilà, j'ai préparé cette phrase lors de cette réunion aujourd'hui. Mais sinon, voici ma question. Lors de notre table ronde, nous avons parlé du télétravail. Et vous, Madame la Commissaire, vous avez également parlé de l'avenir du télétravail. Mais l'apprentissage tout au long de la vie est également un processus essentiel, ainsi que l'éducation. Et il est très important pour nous, tout cela est très important pour nous en tant qu'anciens députés. Donc, que pouvons-nous attendre à l'avenir dans ces domaines-là? Merci. Merci, Sophia. Et maintenant, Brune Boissière, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame la Commissaire. Vous avez centré votre intervention sur la cohésion économique, sociale et je m'en réjouis également environnementale. Mais pour que la cohésion soit globale, je dirais même pour que la cohésion soit intégrale, il nous faudrait une autre dimension, une véritable cohésion politique démocratique pour bien prendre en compte, non seulement dans l'écoute, mais dans le processus décisionnel, la diversité qui existe dans l'Union européenne et même au sein des États membres. Donc ma double question est la suivante. Comment pensez-vous pouvoir renforcer ce qu'on appelle en mauvais français la multilevel governance et plus concrètement, comment pensez-vous pouvoir renforcer le rôle du comité des régions qui est plus vieux que notre association puisqu'il en est à sa 27e année d'activité. À un moment où on ouvre la conférence sur l'avenir de l'Europe, je pense qu'il y aurait des avancées concrètes à faire dans le sens de la multi-level governance. Merci. Merci beaucoup, Bruno Boissière. Dernier mais non des moindres, Michael Elliott. Merci. Alors, je pense que qu'il n'y a pas beaucoup de membres britanniques ici, mais beaucoup de Britanniques sont très attristés du fait que nous ayons quitté l'Union européenne. Même si la plupart des membres du Parlement ont voté contre le Brexit. Mais regardons vers l'avenir et certaines institutions sont encore en contact avec l'Union européenne afin de peut-être à l'avenir rejoindre l'UE. Voici ma question.
Alors, étant donné ce qui est arrivé cette semaine, l'écroulement des négociations avec le Luxembourg, est-ce que l'on pense au changement de réforme, avoir des réformes en Union européenne pour rendre l'UE attrayante envers certains pays qui ne sont pas encore membres à revenir sur leur position? Car je pense que ceci est important pour l'avenir de l'Union européenne et je pense que mon pays, la Grande-Bretagne, a beaucoup contribué et maintenant nous ne pouvons plus porter de contribution. Donc, voilà ma question. Si vous pensiez que des réformes seraient possibles pour que d'autres États qui ne sont pas membres puissent rejoindre l'UE. Merci beaucoup à nos invités pour vos questions. Madame la commissaire. Chère collègue Sofia Kokovic, vous avez entièrement raison. L'instrument et la colle qui rassemble une famille. Et je pense que le télétravail est une question pertinente. Le télétravail nous a été imposé à cause des circonstances. Et le télétravail va rester, mais celui-ci ne peut pas remplacer le contact physique. Alors, bien sûr, le télétravail donne des opportunités, bien sûr, comme par exemple, on ne doit pas toujours être physiquement présent pour certains événements. Mais vous avez parlé d'une autre question, l'apprentissage tout au long de la vie. Et il s'agit là d'un élément crucial pour lequel nous avons entamé des préparations et pour lequel de nombreux instruments sont déployés. Car quand on dit que nous voulons passer à l'économie de l'avenir, ce que nous devons faire, c'est d'avoir les instruments en main afin d'aider les individus à se distancer des secteurs et industries qui ne sont plus viables et les aider à être adaptés aux nouvelles circonstances, aux nouveaux secteurs et aux nouvelles opportunités sur le marché. Car nous nous dirigeons vers une économie plus verte et plus digitale. Par rapport à Monsieur Michael Elliott, merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup pour tout votre travail. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous construisons l'Europe brique par brique, jour après jour, et je dois le dire, vous nous manquez. Mais voilà, c'était votre choix et nous devons le respecter. Et on verra ce que l'avenir vous prépare et je pense que pour l'instant,
il est important de garder nos accords, d'avoir un respect mutuel et d'avoir un dialogue, un bon dialogue ouvert pour que, à l'avenir, nous puissions créer un avenir prospère ensemble. Et nous allons donc continuer de cette façon. Mais voilà, il suffit que nous respections nos positions et nos accords mutuels. Merci. Merci beaucoup, Madame la Commissaire, pour votre présence, pour votre allocution, pour vos réponses également très précises aux questions. Et vous pouvez toujours compter sur nous. Alors, nous ne sommes peut-être pas l'institution, l'organisation la plus importante dans l'Union européenne, mais nous sommes l'institution qui a le plus de passion. Donc voilà, nous avons beaucoup de passion, d'énergie et nous vous remercions pour votre passion, énergie et motivation. Et voilà, obrigado, Madame la Commissaire. Merci beaucoup. Et surtout, ne minimisez pas votre rôle. Vous avez énormément de connaissances, donc continuez à participer activement comme vous le faites ainsi. D'après ce que j'ai compris, vous parlez même allemand, donc je vous dis Dankeschön. Merci beaucoup. Obrigado, obrigado. Merci. Très bien. Nous passons maintenant à notre prochain point. Je souhaite inviter notre chère amie Monica Baldi qui va nous présenter la vidéo sur le 20e anniversaire de cette association. Et je souhaite remercier Monica Baldi d'avoir coordonné la production de cette vidéo et d'avoir participé à la production du logo de ce 20e anniversaire. C'est un travail fantastique. Et voilà, Monica, nous vous cédons la parole. Merci à vous, Monsieur le Président. Buonasera et merci à tous les participants et participantes. Cette vidéo sera en anglais et en français et nous allons présenter les activités de nos associations. Cette vidéo est le résultat d'un travail d'équipe et je souhaite remercier Lisa Bravo et Elisabetta Fank. Je souhaite également remercier le Parlement européen et les anciens présidents, les membres du CA, ainsi que les membres de notre association qui nous ont aidés à enregistrer les messages de cette vidéo. Dans la première partie, nous aurons le message du président. Et ensuite, nous aurons le président de notre association. Ensuite, nous aurons le fondateur, José María, et une dernière personne. Dans la deuxième partie, nous allons présenter différentes activités faites par l'association ces 20 dernières années et nous allons présenter quelques photos qui soulignent les actions en matière d'éducation, de dialogue politique et en matière de démocratie. Ensuite, nous aurons des informations sur les débats organisés par le Parlement européen et une vidéo sur les archives historiques de l'Union européenne en Florence. Nous présentons également le dialogue politique avec les représentants de parlements autour du monde, des représentants des institutions académiques, des gouvernements, des fondations européennes et de la société civile. À la fin de la vidéo, nous présenterons la cérémonie commémorative. J'espère que cette vidéo vous plaira. Arrivederci. We celebrate 20 years of the association of the former members of the European Parliament. I want to thank all who have made their contribution in our association. The former presidents, the members of the board and all members of our association. And let us not only look back, let us look to the future, and we should be self-confident to defend our European ideals and to build a strong and a free Europe. Il Parlamento europeo è la nostra casa comune, è l'istituzione che più di ogni altra ha un legame diretto con i cittadini, che
ha il dovere di rappresentarli, ascoltarli, difenderli. Quando abbiamo assunto il nostro mandato ci siamo impegnati ad onorare queste promesse, a rispondere in modo forte alle esigenze e alle preoccupazioni degli europei, in un periodo di sfide epocali che hanno alimentato un diffuso senso di smarrimento. Lavorare per l'Europa è un processo continuo che non si esaurisce con la scadenza del nostro mandato. Per questo oggi voglio ringraziarvi per il vostro impegno continuo, la vostra passione, la vostra dedizione che non si sono fermati con la fine di una legislatura. La difesa dei nostri valori fondanti deve essere perseguita ogni giorno. Vi ringrazio perché la vostra attività contribuisce a rafforzare quel senso di comunità, quell'impegno costante di cui abbiamo bisogno per rendere le nostre democrazie più forti, più solide e pronte a rispondere alle richieste dei nostri cittadini. As former members of the European Parliament, our hearts and minds are still with the European Parliament and its members. And it's our common duty to defend our European values and not only to look back, but to look to the future and to work for the unity and freedom and peace of our continent. Well, here we are, the FMA is 20 years old. It was set up after the 1999 election when a number of people who were leaving said, look, we wanted to stay in touch with each other from our different countries. Henry Plum as the rapporteur and first president of the FMA, and me as the Quaestor responsible. Hello, thank you for inviting me to join you in the celebration of 20 years since the start of the ex-members of the European Parliament. I'm delighted to be here and to be the first chairman of a great organisation that's grown over a period of years. Pendant ces 20 ans, l'association a permis de maintenir les liens entre les anciens députés, d'utiliser son savoir-faire pour discuter dans les universités de l'Union et de ses alentours, de faire chaque année une mission bien organisée et d'utiliser les moyens du Parlement. The directly elected European Parliament is a young institution, and so, not surprisingly, our former Members Association, at 20 years old, itself is a comparatively young organisation. Our membership and our role have expanded over time. Staying in touch with former colleagues and getting to know others and appreciate them, often even more than when we served together in different political groups or on different committees, has been one of the most positive features for me of my FMA membership. Thanks to the former Members Association, we can go on working in this noble cause of the European Union, in the schools, in the EPIC2 campus, in the institutes, everywhere. Happy birthday, and let's move forward. The FMA connects former members of the European Parliament with current members, policymakers, EU citizens and academics, promoting active citizenship through education, political dialogue and democracy building. Through the EP to Campus programme, former members have devoted their time and experience pro bono, sharing their insights into how the European Union, and in particular the European Parliament, really work, with open debates on key issues and future challenges such as artificial intelligence, climate change and the economy. Despite the COVID-19 pandemic, the FMA has continued to contribute to academic activities, with participation from university students all around the world. To connect with policymakers, academics and EU citizens, former members of the European Parliament participate in high-level debates organised with the European Parliamentary Research Service and by the European University Institute in Florence. Academic discussions prepared by the Robert Schuman Centre for Advanced Studies, and jointly organised debates on developments in the European Union and citizens' participation.
Former members also introduce secondary school students to important topics related to the history of European integration and to current developments within the EU institutions. This programme, run by the Historical Archives of the European Union, creates social spaces for discussion and learning about Europe, democracy and citizenship. Over the past 20 years, the FMA has been fostering political dialogue with representatives of parliaments, governments, NGOs and academic institutes in the EU's neighbouring countries in support of democracy, good governance and regional cooperation. Former members have promoted dialogue with European political foundations and with parliamentarians and civil society in the EU member states, stimulating wider public debate and generating open and plural discussion on European policies and the challenges at stake. What is our expectation to the Conference on the Future of Europe? That means it should become a contest of ideas on the future of Europe, visible to all European citizens. The FMA encourages contacts between similar organisations in Europe and all over the world, promoting knowledge about the European Union and debate on its development in the political field. In doing so, it enhances transatlantic relationships and dialogue on fundamental topics such as democracy and human rights, health, the climate and digitalisation. The FMA brings former members together, providing them with a forum for meetings, discussions and cultural, scientific and social events, and fostering relations between former and current members of the European Parliament. The EU is in a unique position because it is still the biggest internal market of the world. With its unique supranational democracy, it has to look for active partnerships. Donc, le budget c'est essentiel et le Parlement européen, malheureusement, vote les dépenses, ne vote pas les recettes. Le Parlement européen doit se battre pour obtenir qu'il y ait des ressources propres. Each year, the FMA pays tribute to deceased former members for their service to the European Parliament through a moving memorial service that touches the hearts of their families, colleagues and the public alike. And the memory of how they contributed to what is the European Union today. Former members fully engage with society and make an important contribution to reconnecting constituencies with elected representatives. I want to thank all the association's members and the members of the board for their strong commitment over the years to the growth of the association and for making it what it is today. There is life after Parliament. Sincere thanks go to the former and current staff members and trainees who have contributed to the association's work and success over the past years. 20th anniversary of FMA. Experience for the future. Merci beaucoup pour cette vidéo magnifique. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette vidéo. C'était extraordinaire, vraiment. Donc, j'aimerais chaleureusement remercier Monica Baldi, qui a eu une très bonne idée. Et ce résultat est magnifique. Je n'y crois même pas. Alors, merci à tous les membres de cette association pour leur participation, pour leur contribution à notre travail, pour leur passion. Et tant que nous sommes en vie, soyons inspirés par l'idée de unifier notre continent sur la paix. J'aimerais remercier tous nos invités et les familles des membres décédés. Le service mémoriel de hier a été un moment émouvant et l'association est heureuse de contribuer à la mémoire envers ses anciens membres dans ces circonstances difficiles et exceptionnelles. Je veux demander à nos membres de se connecter demain
pour la 20e Assemblée générale annuelle qui commencera à 10 heures. Et la procédure de vote, et ça c'est très important, commence et s'ouvre à 9h30. Le lien pour se connecter a déjà été envoyé par le secrétariat par courriel. Je vous conseillerais de vous connecter déjà dès 9h15 afin de vous assurer que votre connexion fonctionne adéquatement. À nouveau, j'aimerais vous remercier, en particulier l'équipe du AAD, Elisabetta, à mes côtés. Vous ne la voyez pas. Elle est toujours aussi belle que d'habitude. J'aimerais donc la remercier, non seulement pour son travail, mais également pour son assistance technique qu'elle m'a apportée. J'aimerais également remercier Lisette, Valé et Valérie. Elles ont organisé cette célébration avec beaucoup d'engagement et de passion. Et à nouveau, j'aimerais célébrer et féliciter un joyeux anniversaire à l'Association des anciens députés européens. 20 ans, c'est magnifique. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses à tous. Merci.